Bienvenue et merci d'avoir accepté de venir passer votre vendredi après-midi avec les membres tout frais, tout neufs de la conférence de citoyens, puisque nous avons commencé ce matin. Donc, ravi de vous rencontrer. Pour ceux que je n'ai pas encore salués, donc, je suis Judith Ferrando. On s'est vu en visio, mais on ne s'est pas encore vu en vrai. Donc, vous existez en 3 dimensions, comme nous tous, et c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Et donc, comme nous vous l'avons annoncé, nous accueillons Madame Pellegrini, qui est ici, de l'IRSN, Madame Vasselin de l'Andra, et je vais pouvoir mettre un peu de sous, moi aussi, dans la cagnotte. Ici, quand on utilise des sigles, on met des sous dans une cagnotte virtuelle. Donc là, je pense que je l'ai abondé déjà généreusement. Et Monsieur Romary Dorano. Oui, Andra, ça bip, ça compte déjà. J'ai dit Andra et IRSN, vous voyez, c'est double punition. Ouf, c'est très bien. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Et donc, pour cette première séquence d'informations sur les déchets radioactifs, avant de vous accueillir, les citoyens ont élaboré plein de questions. Et elles sont ici, là, sur questions sur les déchets nucléaires et celle-ci. Celui-ci, c'est sur l'histoire des décisions. C'est pas pour vous, c'est pour les prochains. Mais bon, si ça vous inspire, bien sûr, vous êtes libre d'y répondre. Mais comme convenu, avant de vous livrer en bloc toutes ces questions, je sais qu'elles ne sont pas forcément très lisibles, donc je vous les relirai dans un instant. Je vous laisse vous présenter pour qu'on puisse mieux comprendre quelles sont les structures que vous représentez, même si ce matin, on a une cartographie des acteurs qui nous permet d'un tout petit peu entrevoir ce que font vos structures, et puis de nous parler de votre fonction à vous et du coup du périmètre d'expertise sur lequel vous êtes à l'aise pour répondre à toutes les questions des citoyens. Et je vous passe le micro tout de suite dès que j'ai trouvé de quoi le désinfecter. Pour des questions, merci. Donc, bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Donc, moi, je suis Delphine Pellegrini de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc IRSN, je vais le dire quand même, j'ai expliqué avant, ça n'a pas clingué, c'est bon. Donc, qu'est-ce que c'est l'IRSN ? Eh bien, c'est un organisme public de recherche et d'expertise sur l'ensemble en fait, des risques liés à la radioactivité. Donc, que ce soit la radioactivité qu'il y a dans l'environnement de façon naturelle ou que ce soit la radioactivité mise en œuvre dans des installations, par exemple dans des centrales nucléaires pour produire de l'électricité ou dans d'autres types d'industries ou des applications médicales ou militaires. Et donc, l'ensemble de ces activités génèrent des déchets radioactifs. Et moi, à l'IRSN, c'est dans ce domaine-là que je travaille sur la gestion, la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Alors, je suis en charge d'un service composé d'hommes et de femmes qui font des recherches et des évaluations de sûreté pour la gestion sûre des déchets à chacune des étapes de vie des déchets. Donc, ces travaux sont collectifs, donc pluridisciplinaires. On a des gens qui sont de disciplines telles que les sciences de la Terre, la géologie, l'hydrogéologie, la géomécanique, les sciences des matériaux, physique, chimie, etc. Et puis aussi des numériciens pour tout ce qui est modélisation. Pardon. Et on a aussi 2 équipements précieux pour nous, pour mener nos recherches, qui sont un laboratoire à Fontenay-aux-Roses, en région parisienne, un laboratoire classique avec des paillasses, des moyens de mesure, et un laboratoire souterrain à Tournemire, dans l'Aveyron, où là, on mène nos recherches qui sont plus particulièrement dédiées à l'évaluation de sûreté du projet CIGEO. Alors, pourquoi faisons-nous ces expertises et ces recherches ? Eh bien, c'est pour le compte des pouvoirs publics, de l'autorité de sûreté nucléaire et des ministères. On est en fait leur appui technique. On produit des contre-expertises, en fait, des dossiers de sûreté présentés par les exploitants. Et par exemple, pour les stockages, présentés par l'Andra. Donc, nous, on ne développe pas les projets, on contre-expertise le niveau de sûreté des projets ou des installations existantes, bien sûr, sur les aspects scientifiques et techniques. Et on les fait aussi pour le compte, en tant qu'expert public, mais pour le compte de la société civile. Et on est fortement attaché à dialoguer avec la société civile pour prendre je dirais, le mieux en compte leurs attentes et produire des travaux qui sont en adéquation avec les attentes de la société civile. Voilà, donc je suis ravie à ce titre-là aussi d'être présente parmi vous aujourd'hui. C'est ça la règle ?
bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Michel Romary, Orano. Moi, je suis en charge de la gestion du démantèlement et des déchets du groupe Orano. Alors, je vais revenir un peu dessus ensuite, mais globalement, le Orano, c'est un producteur, un des 3 grands producteurs de déchets. Il y a beaucoup de producteurs de déchets en France. Il y a l'industrie nucléaire qui nous intéresse aujourd'hui, mais il y a également d'autres producteurs de déchets dans différentes spécialités, la médecine, etc. Bon, Mme Pellegrini l'évoquait. Et Orano donc, est un des 3 grands producteurs de déchets avec EDF, CEA et donc Orano. Alors, on est là non seulement un producteur de déchets, mais également on vend des services à nos clients, dont les électriciens, dont EDF, et on y reviendra, je pense, tout à l'heure dans les questions. Voilà, on vend des services de gestion de déchets aussi à nos clients. Donc on est, nous, positionnés sur ce qu'on appelle le cycle du nucléaire, c'est-à-dire que Orano s'occupe d'extraire les matériaux, notamment l'uranium, des mines, de le convertir, de fabriquer des assemblages combustibles, en tout cas de mettre à disposition la matière pour fabriquer des assemblages combustibles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amont du cycle. Et ensuite, une fois que ces combustibles nucléaires ont été mis en réacteur par les électriciens, donc qui sont nos clients, on a une partie aval du cycle où on va, quand le client le souhaite, et c'est le cas en France pour EDF, on va traiter des combustibles dits usés pour les transformer et récupérer de la matière et générer des déchets. Mais je pense que là-dessus, on y reviendra. Donc ça, c'est notre activité, nous, Orano. Donc on est amené, effectivement, à produire des déchets, mais on est également amené à vendre des services autour de la gestion de ces déchets. Et que vous ayez juste en tête, on a plusieurs sites industriels. Il y a notamment les 2 plus grands sites que sont le site du Tricastin, plutôt sur l'amont du cycle, ou le site de La Hague sur l'aval du cycle, et c'est plutôt celui-ci aujourd'hui qui va nous concerner. Et plus de 75% des colis qui sont destinés à Cigéo partiront de La Hague. On y reviendra, je pense aussi, c'est les fameux colis vitrifiés, colis compactés, etc. Voilà, donc c'est notre métier de s'occuper de ça et de vendre ces services à nos différents clients. Voilà, je ne m'attarde pas parce que sinon après je pense qu'on va commencer à rentrer dans les questions. Je m'en doutais. Merci. Bonjour à tous, donc Virginie Vasselin. Donc moi je suis à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. J'ai bon, je ne mets pas 1 euro dans la machine, donc l'ANDRA, dont on a dû vous présenter voilà, ce matin l'agence, donc peut-être je ne vais pas revenir dessus. Donc moi dans l'agence, je suis chef du service stratégie filière. Voilà, donc ce service a pour but de réfléchir aux nouvelles filières de gestion de déchets, notamment. Alors, quand je parle de nouvelles filières de gestion de déchets, c'est parce que on vous l'a peut-être présenté ce matin, ou en tout cas c'est dans le livret. Donc il y a des déchets pour lesquels il y a des centres qui sont en exploitation, donc qui sont opérationnels, qui reçoivent tous les jours des déchets. Et puis, de l'autre côté, il y a des centres en projet, notamment le projet Cigéo, qui est un projet que l'on peut dire bien avancé. Et puis, il reste des déchets pour lesquels, actuellement, il n'y a pas de filière encore qui a été développée. Donc, mon service a pour objectif justement de réfléchir à ces filières, de regarder aussi ces déchets, de voir s'ils peuvent rentrer dans des filières déjà existantes, par exemple. Donc voilà l'objectif du service. Et nous travaillons aussi dans le service pour répondre aux demandes du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc voilà, donc nous avons une mission de service public. Merci beaucoup, Madame Vasselin. Alors, on va passer directement aux questions. Elles sont ici. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui portent plutôt sur comprendre des aspects techniques. C'est qu'est-ce que la vitrification? Et donc ça, c'est les questions que les citoyens se sont posées à la lecture du livret, des choses qui leur semblaient assez obscures dans le livret. C'est quoi la vitrification? C'est une question. Revenir sur les périodes, en fait, les échelles de temps quand on parle des déchets à vie longue. C'est quoi une période de demi-vie du plutonium? Jusqu'à quand les déchets à vie longue sont-ils radioactifs? Donc c'est des questions autour du temps. Il y a la question sur les déchets émergés en mer. Pourquoi ça a été abandonné et qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois qu'il y a eu abandon? Ça, c'est une question qui est posée aussi. Sur la Hague, vous avez évoqué ça tout à l'heure, Monsieur Romary. Qu'en vont devenir les déchets de la Hague?
Qu'est-ce qu'une matière valorisable en attend d'être valorisée? C'est un peu cette question, c'est pas très limpide pour l'instant. Et puis, la question finalement du stock de déchets. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est écrit dans le livret, plus de la moitié des déchets sont déjà produits. Mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Et après, comment on peut savoir combien vont être produits et quelle est la prévision en la matière? Et surtout, quelle va être la capacité, finalement, que ça va demander? Est-ce qu'on est capable évidemment, de prévoir la capacité de stockage qui va être nécessaire? Demain, on parlera de CIGEO plus en profondeur, et donc on pourra effectivement rediscuter de cette question de la capacité. Et puis, des questions qui vous sont aussi posées sur la comparaison des politiques de stockage entre la France et les États-Unis. Là, c'est une question qui s'adresse à M. Romary, puisqu'un citoyen faisait remarquer que Orano intervient aussi dans d'autres pays. Et donc, voulait savoir pourquoi il y a eu des choix différents qui ont été faits, notamment de stockage. Redites, Bernard, que je ne dise pas de bêtises. Aux États-Unis, c'est un stockage en conteneur à sec. Voilà. Et puis, dernière question, sur la transmutation-séparation. Est-ce que c'est des alternatives au stockage géologique ou est-ce que c'est finalement complémentaire? Et il y a une question qui vous est posée. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Bien sûr, vous pouvez nous dire, c'est pas à nous de le dire. Mais 500 mètres, pourquoi 500 mètres? Pourquoi on envisage d'enfouir à 500 mètres? Voilà en gros les questions qui vous sont posées. Là, c'est sur les décisions, mais s'il y a quelque chose qui vous fait réagir, vous êtes libre aussi. Alors, sur les aspects peut-être des durées de vie, parce que c'est quand même un point important qui... C'est ce que j'allais dire. Il faut peut-être commencer à essayer de mettre dans l'ordre, oui. Parce qu'il y a des choses qui vont servir pour ensuite répondre à d'autres questions. Donc c'est plutôt, je pense... Voulez vous lancer? Oui, du coup, attendez, voilà, c'est ça. On a encore du mal avec ces manœuvres. Merci. Encore pas complètement au point. Donc la question, c'est, je pense qu'on peut joindre peut-être les deux. Qu'est-ce qu'une demi-vie est liée à la temporalité, l'échelle de temps, et qu'est-ce que du coup un déchet à V-Lang? Alors, je vais commencer par la radioactivité. Qu'est-ce que c'est? La radioactivité, c'est quand un atome qui est composé d'un noyau qui contient des protons, des neutrons, avec des électrons autour, ça doit rappeler des choses à certains, quand cet atome contient trop de protons ou trop de neutrons ou trop des deux, il est instable. Et dans la nature, quand il est instable, la nature cherche à revenir à un état de stabilité plus important. Et pour faire ça, le noyau il va se transformer en un autre atome. Enfin, l'atome va se transformer en un autre atome, qui peut être radioactif ou pas, en émettant des rayonnements, de l'énergie. Et c'est ça qu'on appelle la radioactivité, la transformation d'un atome avec émission de rayonnement. Alors, ça, c'est un phénomène qui existe depuis toujours. À la formation de la Terre, il y avait des noyaux stables et des noyaux instables. Alors, il y a beaucoup moins maintenant de noyaux instables, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont transformés et n'existent plus. Mais il en reste encore des noyaux instables. Donc, dans notre entourage, beaucoup d'atomes sont stables, certains sont restés instables et sont radioactifs. Alors, c'est un phénomène qui est spontané et aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine pour faire ce phénomène de radioactivité. Il est donc spontané, mais la nature est ainsi faite qu'il y a une loi. On ne sait pas quand il va se désintégrer exactement, mais on sait que, et c'est ça qu'on appelle la période radioactive, qu'au bout d'une période radioactive, il y a la moitié des noyaux présents au départ qui vont s'être transformés. Donc au bout d'une période, il ne reste plus que la moitié de la quantité initiale. Au bout de 2 périodes, il reste la moitié de la moitié, c'est-à-dire un quart. 2, 3, 1 huitième. 2, 3 périodes, 1 huitième. Et quand on est au bout de 10 fois la période, en fait, la radioactivité a diminué d'un facteur 1000. Voilà un petit peu ce que cette temporalité. Alors, selon les radionucléides, cette période peut être très, très variable. Elle peut être inférieure à la seconde, elle peut être de quelques heures, de quelques jours, de centaines d'années, de milliers d'années et de milliards d'années. Par exemple, l'uranium, 238, il a une période de 4,8 milliards d'années. Ce qui fait qu'au bout de 4,8 milliards d'années, il y en a la moitié qui a disparu. Et c'est pour ça qu'il y a encore de l'uranium 238, qui vient de la création de la Terre. La création de la Terre, c'est 5 milliards d'années, qui existe encore maintenant. Voilà. Donc, les temporalités peuvent être très, très différentes selon les radionucléides. Donc, ce qu'on appelle... Donc, la demi-vie. La demi-vie, c'est ça, en fait. On appelle ça la période radioactive ou la demi-vie. C'est strictement équivalent.
Voilà, donc les temporalités sont très variées. Et dans le cas des déchets et de l'inventaire qui intéresse CIGEO, qui est destiné à CIGEO, ce sont effectivement des vies dites longues. Alors, en fait, par rapport au mode de gestion des déchets, tu as parlé tout à l'heure, Virginie, vous l'avez, je crois, dans le petit feuillet, les déchets sont classés en catégories. Ces catégories, elles vont être en fonction de 2 critères. Cette durée de vie, cette demi-vie, et aussi la dangerosité. D'accord ? Donc, selon la demi-vie, quand les radionucléides, enfin que le déchet contient la majorité des radionucléides qui décroissent très très vite, par exemple inférieurs à 100 jours, bon, ils vont être entreposés et la radioactivité, le niveau d'activité du déchet va d'elle-même disparaître. Ensuite, on a ce qu'on appelle le déchet à vie courte, c'est-à-dire que la plupart des radionucléides qu'ils contiennent ont des vies, des demi-vies, c'est-à-dire cette fameuse période dont on a parlé, qui est inférieure à 31 ans. Et ce qu'on appelle les vies longues, ce sont des déchets qui contiennent des radionucléides, majoritairement, dont la période est supérieure à 31 ans. Jusqu'à beaucoup, on l'a vu. Et c'était le jusqu'à beaucoup qui a interrogé beaucoup les citoyennes et les citoyens, c'est de se dire, par rapport aux déchets dont on parle, qui demain auraient vocation à être stockés à CIGEO, c'est quelle durée de vie, quelle échelle de temps sur ces déchets-là à vie longue, haute activité, vie longue? Plusieurs centaines de milliers d'années. Voilà, il faut garder comme ordre de grandeur. Ces déchets-là sont, il faut le dire, extrêmement nocifs, extrêmement dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Ça veut ? Il y a une question ici ? Oui. Ah oui, pardon un instant. À vue de captation, il faut que vous parliez dans le micro. Donc, je vais venir m'approcher de vous. Voilà, Aurore Marine. Oui, vous parlez de radioactivité naturelle, mais dès lors que ces matériaux sont, par exemple, mis dans un réacteur nucléaire, la radioactivité, elle n'est plus du tout naturelle, elle est provoquée. Alors, tout à fait, ça c'est une très bonne remarque, j'ai pas dû être claire. Effectivement, quelquefois on distingue la radioactivité naturelle de artificielle. Donc naturelle, c'est celle dont j'ai parlé, qui vient de la Terre. Il y avait à l'origine des radioisotopes. Et artificielle, c'est bien ce que vous dites, c'est la radioactivité ou des transformations en fait, d'atomes créées par l'homme en mettant en œuvre des atomes dans des accélérateurs ou dans des réacteurs. Et là, on parle de radioactivité artificielle. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Peut-être parce que vous avez évoqué la différente catégorie de déchets, on peut rester sur cette question de la quantité de déchets, notamment là si on parle des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue, et savoir finalement, quand on dit plus de la moitié des déchets sont déjà produits, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Quelle est la capacité de stockage ? Et puis il y a une question qui était liée peut-être à ça, c'est peut-être vous nous précisez la différence entre l'inventaire de référence et l'inventaire de réserve. Merci. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plus de la moitié des déchets ont déjà été produits ? C'est-à-dire que c'est pour l'inventaire des déchets donc, qui est pris en compte pour le dimensionnement de l'installation de CIGEO dont on parle. C'est-à-dire qu'il faut dimensionner une installation. Pour cela, il faut prévoir quel inventaire on va stocker le jour venu dans cette installation. Et pour prévoir cet inventaire, eh bien, on établit ce qu'on appelle des scénarios. Donc ces scénarios, c'est de se dire, par exemple, un réacteur nucléaire va avoir une durée de 50 ans. Pendant 50 ans, il va produire des combustibles usés. Ces combustibles usés vont être retraités donc, par Orano à l'usine de La Hague et vont produire des déchets achats qui sont des colis de déchets vitrifiés et puis des colis de déchets MAVL, donc des éléments compactés, des éléments métalliques compactés qui viennent de l'assemblage du combustible, et puis d'autres déchets provenant, par exemple, des installations, donc de l'exploitation de ces installations. Virginie, je vous interromps un instant, vous avez dit vitrifié.
Oui. Il y a une question, qu'est-ce que c'est la vitrification? C'est peut-être l'occasion de préciser ça. J'en dis un petit morceau et monsieur Romary précisera, parce que c'est une installation qui est en fonctionnement sur l'usine de La Hague. En fait, donc, lorsque l'assemblage de combustible usé est retraité, donc, vous avez dû voir des photos, peut-être dans le petit livret, hein, ce sont des éléments métalliques dans lesquels il y a des pastilles d'oxyde, donc qui sont passées en réacteur. Ces assemblages, lorsqu'ils arrivent à La Hague, après un temps de refroidissement, eh bien, ils sont cisaillés, ce qui va conduire à produire des petits éléments métalliques qui vont être plongés dans un bain d'acide, et cet acide va attaquer cet oxyde et donc va libérer dans la solution l'ensemble des éléments radioactifs. Ces éléments radioactifs vont être ensuite séparés. Va être gardée une proportion de ces éléments qu'on va appeler les produits de fission et certains produits d'activation. Voilà, donc fission parce que ça vient de la fission nucléaire donc dans le réacteur. Et ces éléments, ensuite, ils vont être placés donc dans un verre. Voilà, donc suite à plusieurs étapes, voilà, donc ils vont être placés dans un verre de façon incorporée dans ce verre, donc pour assurer le confinement de ces radionucléides, puisque le verre a de très bonnes propriétés de rétention de ces radionucléides, et dans l'environnement, dans un stockage, le verre ne se dégrade pas à une très grande vitesse lorsqu'il y a une arrivée d'eau. Voilà, donc c'est ça la vitrification, c'est apporter une barrière de confinement à ces produits de fission, qui sont donc les déchets de haute activité. Donc, l'inventaire. Donc, ces déchets HA et ces déchets MAVL, qui vont être produits. Donc, le scénario va prendre en compte une durée de vie pour les réacteurs, un traitement des combustibles, donc j'en étais là, et donc on aura pour la durée de vie du réacteur une production de colis de déchets dits HA et de colis de déchets MAVL. Et donc, ce scénario qui est établi va conduire à avoir ce qu'on appelle un inventaire dit à terminaison, c'est-à-dire à la fin de ces installations. Au bout de 50 ans de vie de ces installations, eh bien, on aura produit, donc dans les années futures, tant de colis de déchets HA, tant de colis de déchets MAVL, et donc il faut dimensionner l'installation qui les recevra CIGEO de façon à pouvoir recevoir ces colis. Donc, ça m'amène à ce qu'on appelle l'inventaire de réserve. Donc, l'inventaire de réserve, l'inventaire de référence, ce sont justement ces déchets qui vont être produits par ces installations, dits HA et MAVL. Tout à l'heure, quand je me suis présentée, je vous ai dit qu'il y avait d'autres déchets pour lesquels on n'avait pas de solution à l'heure actuelle. Alors, on n'a pas de solution parce qu'en fait, on recherche la meilleure solution pour qui soit adaptée à ces déchets. Le temps que l'on recherche cette solution, donc il y a des études qui sont conduites, ce qui est fait, c'est que ces déchets sont prévus dans ce qu'on appelle un inventaire de réserve, c'est-à-dire que si on n'arrivait pas à trouver la meilleure solution pour ces déchets, eh bien, dans ce cas-là, ces déchets pourraient être stockés, on vérifie qu'ils pourraient être stockés dans l'installation CIGEO. Alors, pourquoi cherche-t-on une autre solution pour ces déchets si, finalement, ils peuvent être stockés à CIGEO? Eh bien, parce que ce sont des déchets qu'on appelle de faible activité à vie longue. C'est-à-dire qu'ils ont des émetteurs à vie longue en quantité telle qu'ils ne peuvent pas être acceptés actuellement dans nos centres en exploitation. Mais par contre, ils sont de très faible activité. On va retrouver notamment dans ces déchets ce qu'on appelle des déchets dits radifères, donc qui viennent de toute l'industrie du radium, donc du temps de le radium, Marie Curie et toute l'industrie qui a pu être développée autour de ce radium dans le siècle passé. On peut dire ça comme ça maintenant. Et donc, voilà, donc ces déchets, en fait, ils sont de faible activité. Ils n'ont pas la dangerosité des déchets MAVL et des déchets HAVL. Donc,
il importe de leur trouver une solution plus adaptée. Ce qu'on étudie actuellement, c'est plutôt quelques dizaines de mètres et non pas moins 500 mètres. Voilà. D'où cet inventaire de réserve qui prend en compte ces déchets. Et par ailleurs, l'inventaire de réserve prend aussi en compte le fait que si un jour on décidait d'augmenter la durée de vie des réacteurs nucléaires et de passer de 50 à 60 ans, eh bien cet inventaire de réserve regarde aussi la possibilité de pouvoir stocker dans CIGEO ces 10 ans de plus de déchets qui seraient produits. Merci beaucoup. Il y a une question qui s'est posée ici, hein, c'est ça? Une réaction en tout cas. C'était juste pour être sûr que j'ai bien compris sur les demi-vies. Pour illustrer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les uranium, plutonium, enfin les déchets à haute activité et à vie longue, quelle est leur demi-vie? Et donc 30 fois cette demi-vie, pour vraiment voir si on parle de centaines, de milliers ou de milliards d'années. Vraiment nous donner des chiffres pour l'uranium, le plutonium et les autres. D'accord. J'ai failli ôter mon masque parce qu'en fait, je sens que quand je parle, je m'essouffle. Donc Oui, je sais pas c'est si, très désagréable pour tout le monde de parler avec un masque. Donc, c'est pas que je sais, à force d'avoir un débit de parole, du coup, le masque m'empêche de parler correctement. Donc, je vais essayer de clarifier ça. En fait, la demi-vie, elle est vraiment une caractéristique intrinsèque de chacun des radionucléides, enfin, chaque type de radionucléide. Et dans un déchet, donc là, ceux qui intéressent l'inventaire de CIGEO, c'est les hautes activités, moyenne activité, vie longue. On a plusieurs types de radionucléides. D'accord ? Donc, en fait, on a aussi des radionucléides qui vont être en très forte concentration, mais à vie très courte, donc qui vont décroître. Et puis, il y en a qui ont des périodes, donc des demi-vies, très longues, et qui vont mettre donc très longtemps à décroître de façon significative. Donc, un déchet, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est une matière et où il y a plusieurs types de radionucléides dedans. D'accord ? Donc, l'inventaire de CIGEO, quand je parlais tout à l'heure de l'ordre de grandeur qui est plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années, c'est le temps au bout duquel il est estimé que la décroissance des radionucléides qui sont présents dans les déchets sera suffisante pour que lorsque les radionucléides qui arriveront quand même en surface à un moment donné de la nappe phréatique soient dans des quantités qui ne posent plus de détriment à l'homme et à l'environnement. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Voilà. Donc, ce que je comprends du coup, c'est que c'est compliqué de répondre de manière simple à la question qui est posée sur la durée de vie, parce qu'en fait, dans un déchet, c'est composite. Il y a plusieurs types de radionucléides différents qui ont tous finalement des durées de vie différentes. Des durées de vie très différentes. Et donc, en fait, je suppose que ça se base sur la durée de vie la plus longue des composants d'un déchet. Voilà. Mais donc, centaines de milliers d'années, c'est pas le milliard d'années, c'est pas le million d'années, c'est centaines de milliers d'années pour que l'activité résiduelle, ce qui reste comme radionucléide dans le déchet, est une nocivité qui soit plus problématique lorsque ça arrive dans les nappes phréatiques, pour faire simple. La contamination revient en surface. Je suis dans l'image d'un stockage géologique, là, je n'ai peut-être pas précisé au départ. Voilà. Justement, il y a des questions sur justement nappes phréatiques et déchets nucléaires dans un instant, mais peut-être avant de parler de ces déchets qui seront peut-être demain stockés géologiquement, parlons de la Hague, peut-être avec Monsieur Romary, sur que deviennent les déchets, quelle est la destination de ces déchets à la Hague, qu'est-ce qu'une matière valorisable, et puis si vous voulez nous faire un point sur la comparaison des politiques de stockage entre la France et les États-Unis. Ça va ensemble, ça tombe bien. Juste pour répondre à votre question aussi, l'uranium et le plutonium n'iront pas dans CIGEO, mais je vais vous l'expliquer. C'était justement. Donc les deux exemples que vous avez donnés, c'est de la matière, ça. Et donc on distingue d'une manière générale, j'ai remonté là cette fois-ci de vue d'avion, on distingue dans ce qu'on appelle les substances nucléaires, on distingue deux types de substances. Il y a les substances qu'on peut réutiliser, ça s'appelle des matières, et les substances qu'on ne peut pas réutiliser ou qu'on n'a pas l'intention de réutiliser, et ça s'appelle des déchets. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on réfléchit ensuite en termes de politique. Alors, pour baisser un petit peu et se rapprocher un peu de notre sujet, je vais commencer par la politique tout en bas, parce que effectivement, après,
le combustible usé qui sort des centrales nucléaires, on peut soit le considérer comme un déchet, soit le considérer comme une matière. En France, on a choisi de le considérer comme une matière. Pourquoi ? Parce que globalement, il y a 96% du contenu du combustible usé qu'on dit recyclable. C'est-à-dire, quand le combustible, initialement, il contient l'uranium, il va en réacteur, et sous l'effet de la réaction nucléaire, on va retrouver, on en a parlé, des produits de fission, donc 4% en fait de produits de fission, mais on va aussi retrouver 95% d'uranium qu'on peut réutiliser, et on va également retrouver 1% de plutonium qu'on peut réutiliser. Le 1% de plutonium, on en fait ce qu'on appelle des combustibles mixtes, MOX, ça s'appelle comme ça. Donc on mélange ce plutonium qui a une valeur énergétique importante pour refaire un nouveau combustible qu'on peut remettre en réacteur. C'est ce qu'on appelle le recyclage, justement. L'uranium de retraitement, donc issu des 95% que j'évoquais tout à l'heure, on peut aussi en faire de nouveaux combustibles et les remettre en réacteur. Et une fois qu'on a ça, il nous reste nos fameux 4%. Et donc c'est ces 4% de déchets qui vont se retrouver, in fine, après vitrification pour ce qui concerne les produits de fission, dans CIGEO. Je fais juste un petit commentaire sur la vitrification. La vitrification, en fait, c'est pour avoir une image, hein, c'est effectivement, on a choisi le verre. On a même choisi un verre qui est très, très résistant, volontairement. Il s'approche en termes de caractéristiques de ce qu'on appelle l'obsidienne, la roche volcanique. Et donc, c'est un verre très dur, qui ne se lixivie pas. Donc, ça veut dire que l'eau ne peut pas entraîner de la matière, du verre. Et c'est un peu comme un verre au plomb. Il vient emprisonner les produits de fission. Et un verre au plomb, quand vous cassez votre verre sur la table, vous n'avez pas des petits morceaux de plomb. C'est exactement la même chose. Si vous prenez le verre, à l'intérieur, vous avez tous les produits de fission. Même s'il se passe quelque chose, les produits de fission restent emprisonnés toujours par une petite matrice de verre. C'est pour ça qu'on a choisi ce type de procédé. Donc ça, c'est dans le cas, après pour répondre à votre question, sur les différentes politiques, ça, c'est dans le cas où on considère, et c'est le choix qu'on a fait en France, que les combustibles usés sont valorisables, on peut les réutiliser pour reproduire de l'énergie. C'est un choix qu'on a fait en France historiquement parce qu'on importait tous nos besoins pour produire de l'énergie. On a dit un jour, ça serait bien qu'on soit plus autonome et que dans une approche lointaine, on se dise j'ai même plus besoin d'aller approvisionner des matières premières à l'extérieur parce que je serai capable un jour de recycler indéfiniment. Pour l'instant, on recycle une première fois et on s'était dit à l'époque, peut-être qu'avec les réacteurs à neutrons rapides, et ça va rejoindre la partie transmutation, etc., peut-être qu'un jour, je pourrai recycler plusieurs fois. Aujourd'hui, on est capable de recycler plusieurs fois dans les réacteurs actuels, mais à un moment donné, on se retrouve bloqué parce que petit à petit, la qualité de ce qu'on récupère se dégrade et il nous faudrait d'autres types de réacteurs pour avoir d'autres types de réactions. Et c'est ce qu'on appelait les réacteurs justement à neutrons rapides. Donc on avait en France imaginé que avec ces réacteurs à neutrons rapides, je serais complètement autonome, c'est-à-dire que tout ce qui sortirait des réacteurs à neutrons rapides, je serais capable de les recycler pendant des milliers d'années. Et donc, je n'ai plus besoin de pétrole, d'uranium, de tout ce qu'on veut, à importer de l'extérieur. Depuis, l'uranium n'étant pas très cher et n'ayant pas nécessairement de difficultés, cette idée-là a été repoussée pour un certain délai, au moins jusqu'à la deuxième partie du siècle, de ce siècle. Voilà. Donc ça, c'était pourquoi on avait choisi à l'époque, c'est parce qu'on voulait avoir cette autonomie en termes de production d'énergie. Pour comparer donc avec les Américains, eux, ils considèrent que le combustible usé, ce n'est pas une matière. On peut pas récupérer. Ou ça serait pas intéressant de récupérer parce que ça coûte cher, parce que ça n'a pas tant d'avantages que ça. C'est ce qu'ils en pensent. Donc, ils ont choisi de prendre ces combustibles usés et d'aller, pas les stocker, mais les entreposer. Donc, ils les mettent dans ce qu'on appelle un entreposage à sec. Donc, effectivement, Orano leur vend aussi des emballages, ça s'appelle comme ça, d'entreposage de ces combustibles, en attendant peut-être un jour d'aller les stocker quelque part. Mais pour l'instant, ils n'ont pas cette solution. Et donc, vous voulez dire que c'est une solution intermédiaire ? Oui. Donc on distingue effectivement la notion de stockage. Stockage, ça veut dire qu'à un moment, on ira mettre quelque chose, par exemple dans CIGEO, à 500 mètres de profondeur. On ira fermer ce stockage et après, il n'y a plus besoin d'intervention humaine. Ce stockage pourra rester comme ça pendant des
centaines de milliers d'années, c'était la cible qu'on a évoquée tout à l'heure en regard de cette fameuse demi-vie ou durée de vie des éléments radioactifs, sans intervention humaine. C'est ça l'objectif. Et donc, on assume aujourd'hui tout ce qu'on a produit en termes de déchets dans le passé, tout ce que nos installations actuelles vont produire comme déchets, et on ira les stocker, et on résout notre problème à nous d'aujourd'hui de gestion de ces déchets. Les Américains, eux, ils ont une solution temporaire d'entreposage. Un jour, ils se disent peut-être que quelqu'un viendra s'occuper de ça, les générations futures, et donc on reportait ce problème vers les générations futures. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Ils ont une solution transitoire, d'attente. Mais c'est un choix politique au départ. En France, il est inscrit dans la loi qu'on recycle, et donc c'est cette politique qui est mise en œuvre. Attends, Bernard. Je tiens le micro pour des questions sanitaires. Il y a quand même une question que je me pose. Vous dites déjà, 96% de valorisable. Vous n'employez pas le mot de valoriser. Oui. Deuxièmement, vous nous dites que c'était pour la filière à neutrons rapides. Phénix, Superphénix, Astrid. A priori, si mes informations sont bonnes. Ces 3 projets sont arrêtés. Il y en a 2 en démantèlement et Astrid n'est pas arrivé au bout. Avant qu'on en remette un en route, il y a pour 20 ans, minimum. Donc, les 96% vont devenir du déchet. Pour l'instant, non, puisqu'on a une politique. Vous les stockez comme les Américains, en attendant la solution finale. Et pour nous, ça sera l'enfouissement. Donc, le 1% de plutonium, on le recycle actuellement en continu. Non, je dis 1%, voilà, c'est effectivement une petite quantité qu'on recycle en continu. Ce 1% permet de produire l'équivalent, parce que c'est une forte valeur énergétique, et c'est pour ça qu'on n'a jamais arrêté, on n'a jamais interrompu ce recyclage. C'est l'équivalent de 10% de notre production d'électricité en France. Voilà. 1% de plutonium permet de produire 10% de l'électricité en France. Donc, à chaque fois qu'on récupère un combustible usé, on en récupère le plutonium et on refait un nouveau combustible en continu. Et pour l'instant, la loi dit que jusqu'à l'horizon 2040, on continuera à faire comme ça. Donc voilà, on va parler du plutonium. L'uranium, 95%. Il a été recyclé dans le passé sous forme d'assemblage combustible qu'on a remis en réacteur. Alors, je dis aussi que ce choix-là, ce n'est pas la décision d'Orano. Orano, nous, on vend un service à un électricien. C'est la décision de l'électricien. L'électricien est propriétaire de sa matière, il en fait ce qu'il veut. Nous, on lui rend ce service de le conditionner comme il le souhaite. Et donc, cet uranium de retraitement, qui s'appelle comme ça, issu du retraitement, en fait, ça veut dire, eh bien, EDF avait recyclé et fabriqué des combustibles neufs à partir de cet uranium de retraitement jusque dans les années 2008, quelque chose comme ça. Ils ont arrêté cette filière, et elle est encore arrêtée aujourd'hui, et ils ont décidé, EDF a décidé de reprendre cette filière à partir de 2022-23, quelque chose comme ça, je ne sais plus les dates précises en tête, 2023. Quel est le critère de choix? Le critère de choix, c'est de dire, j'ai de l'uranium que j'ai récupéré. Cet uranium, ça va me coûter quelque chose de le recycler et de refaire du combustible. Bien, je vais comparer le coût de ça avec qu'est-ce qui se passe si je prenais juste du combustible, de l'uranium naturel pour faire un combustible. Et l'électricien compare le coût de ces 2 filières et en fonction du coût de l'uranium naturel extrait, dit c'est plus intéressant d'utiliser l'uranium extrait ou c'est plus intéressant d'utiliser l'uranium de retraitement. Donc c'est pour ça qu'en 2008, alors que l'uranium naturel valait peut-être 120, entre 120 et 130, ça se compte comme ça, dollars par livre du 3E8, là c'était intéressant, effectivement, comme c'était très cher, de recycler l'uranium de retraitement. Ensuite, avec les événements que vous connaissez, notamment Fukushima, l'uranium a baissé fortement. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours d'une trentaine de dollars de la livre. Donc ça reste plus intéressant d'utiliser l'uranium naturel. On considère que cet uranium de retraitement, les 95%, c'est une mine d'uranium équivalente à de l'uranium naturel qu'on mettra en œuvre le jour où ça sera économiquement intéressant. Et aujourd'hui, dans les prévisions d'EDF, ça redevient intéressant à partir de 2023. Merci. Il y a encore quelques questions en suspens dans ce qui a été dit. Et j'ai vu 2 demandes de prise de parole, Mathéo et Aurore Marine, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bon pour vous, Mathéo. Donc, j'arrive vers vous. Mais est-ce qu'avant, je vous propose, est-ce que vous pouvez garder votre question en tête un instant? Ou c'est pas vraiment par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, attendez, bougez pas, j'arrive.
Et puis après, on va prendre les deux questions. Mais je vous demandais d'y répondre rapidement. Peut-être si Delphine ou Virginie peuvent répondre, histoire que la parole tourne. On verra sur quoi porte la question, évidemment. Hein, oui, ma question, elle est sur le coût, justement. Ce fameux coût, il est calculé à dans quelle temporalité? Est-ce que c'est nos arrière-petits-enfants qui vont payer très cher ces déchets, ou est-ce que ce coût est vraiment pensé à longue échelle? Parce que ce qui n'est pas cher aujourd'hui peut... Vous parlez de quoi? Du coût de l'uranium? Du coût du non-recyclage. Vous dites qu'il y a ces 95% qui ne sont pas recyclés. Actuellement par EDF, mais pour lesquels EDF a décidé de reprendre cette filière de recyclage à partir de 2023. Donc EDF, c'est pas compliqué, ils calculent à l'instant T, ça me coûte combien de faire un combustible avec de l'uranium naturel, ça me coûte combien de faire l'autre, et je prends celui qui me coûte le moins cher. Voilà, c'est tout. Et donc après, je veux dire, l'utilisation de cet uranium, on peut recycler plusieurs fois, je vous l'ai dit, hein, on peut, dans les réacteurs actuels, et j'ai oublié un petit bout de réponse tout à l'heure, mais je vais faire court. Dans les réacteurs actuels, qui s'appellent des réacteurs à eau pressurisée, on est capable déjà de recycler plusieurs fois. Jusqu'à maintenant, on l'avait fait, on le faisait une fois. On a aussi décidé de recycler plusieurs fois. Voilà, donc ça, on sait faire. Pourquoi? Parce que justement, on a reporté notre vision du début qui consistait à faire des réacteurs à neutrons rapides. On a dit, non, finalement, ça va coûter tout ça très, très ឿ. L'uranium, pour l'instant, n'est quand même pas très cher, donc ce n'est pas très rentable, tout ça. Donc, on décide de tout reporter. Et donc, ça nous a laissé la possibilité de faire ce qu'on appelle du multi-recyclage, recycler plusieurs fois dans le réacteur actuel. Pour autant, les projets de réacteurs à neutrons rapides, etc., ne sont pas abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils valorisent mieux la matière, c'est-à-dire qu'on est capable d'en tirer encore plus de bénéfices. Et par ailleurs, ils réduisent, ça fait le petit lien avec une autre question qui était posée, ils réduisent, si vous voulez bien, ils réduisent le volume. Retourner un peu la parole peut-être sur d'autres questions. Ils réduisent le volume. Ils réduisent le volume. Je suis désolée. Ils réduisent le volume, la quantité de produits de fission ou d'actines mineures, mais enfin, bon, peu importe. Ils réduisent le volume de ce qui reste à la fin. Pour autant, il y en aura toujours. Et il y aurait à ce moment-là quand même besoin d'aller les stocker. Voilà. Mais ils ont aussi cet avantage d'aller réduire le volume. Et donc, le recyclage, je finis là-dessus. Le recyclage aujourd'hui nous permet, par rapport à la situation américaine, justement, de diviser par 5 le volume des déchets qui seraient stockés. Parce que dans CIGEO, si jamais on ne recyclait pas, on stockerait des combustibles usés. Donc on divise par 5 le volume et on divise par 10 la radioactivité. C'est le plutonium qui fait la différence. On rejoint les notions de durée de vie. En enlevant le plutonium, on divise par 10 la radioactivité de ce qu'on ira stocker dans CIGEO. Et donc là, effectivement, on aurait pu parler de milliards d'années et pas de centaines de milliers d'années. Merci de ces précisions. Baudian, vous avez une question? Oui, deux questions, parce que bon, quand je venais ici, je ne pensais pas avoir la possibilité de poser deux questions sur le truc. C'est-à-dire que si on sait qu'en France, par exemple, l'uranium qu'on utilise vient la plupart du Niger, au niveau du recyclage sur CIGEO, est-ce qu'au moment du traitement en amont, ça revient ici pour le recyclage? Et aussi une réponse qu'on avait, nous, quand on était un peu plus petit en Afrique, des bateaux qui amenaient les déchets nucléaires. Est-ce que CIGEO répond à cette question-là? Donc c'est pour ça que bon, j'ai la chance d'être là. C'est la chance d'être là et voilà, ça me semble bien à l'esprit. Super question, merci. Je donnerai la parole aux autres parce qu'il faut aussi répondre à la question les déchets radioactifs dans la mer, où je sais pas où c'est écrit. Voilà. Oui. Ça rejoint les déchets radioactifs en Afrique, mais alors, je ne sais pas qui, l'une de vous pourra répondre là-dessus. Moi, je peux y répondre, mais non, mais Niger, je vais répondre au Niger, voilà. Mais après, il y a la question. Avant, on mettait les déchets entre guillemets n'importe où. Les déchets énergétiques, qu'est-ce qu'ils sont voilà, devenus? Est-ce qu'on allait les rechercher? Ça voilà, c'est pas un sujet orano. Oui. C'est pas nous qui disons ça, mais voilà. Mais bon, voilà. Après, je peux y répondre aussi, hein, mais c'était pour donner un peu la parole. Allez-y. Juste pour répondre à monsieur sur là, vous parlez de l'extraction de l'uranium. Une partie l'uranium en France, en fait, c'est assez réparti. On vient d'arrêter d'ailleurs une mine au Niger, celle de Cominac, vient à peu près de 30%, venait de 30% du Niger, de 40% du Kazakhstan et de 30% du Canada. Voilà, c'est ça les trois gros gisements. En provenance du Niger, on importe de l'uranium. Et donc, quand on utilise cet uranium, ensuite, on ne renvoie rien du tout au Niger. C'est l'uranium. On ne parle pas des déchets qui vont dans CIGEO. Cet uranium, on fait du combustible, ça va dans les centrales, et c'est quand on retraite, qu'on veut recycler la matière, qu'on génère ces fameux déchets qui vont dans CIGEO. Voilà, donc il n'y a aucun déchet issu des mines du Niger qui retourne au Niger. Ok.
l'extraction, Oui. il y a des déchets. Oui, mais ça, c'est pas des déchets qui vont dans CIGEO, c'est ce que je vous dis. D'accord. Ah, il y a des déchets. Ah oui, pardon. Alors, ça, on est sur des déchets plutôt alors, c'est de déchets. Alors, là, c'est la partie mine. Sur la partie mine, on a deux types, si on peut dire, de déchets. Il y a soit ce qu'on appelle des stériles, c'est-à-dire que quand on vient chercher un filon, on ne récupère l'uranium que quand il y a quand même une certaine quantité. Quand on trouve cet uranium avec une certaine quantité, autour, il peut y avoir d'autres parties de matière qui contiennent beaucoup moins d'uranium. Donc ça, on les laisse de côté. Donc, ça s'appelle un stéride. Ça reste sur place, hein, c'était sur place, ça reste sur place. Je veux dire, on n'a rien fait, on a juste enlevé une autre partie. Et puis l'autre partie, ça s'appelle des résidus. Et les résidus, c'est une fois qu'on a pris ce qui nous intéressait, on les traite chimiquement, et derrière, on récupère l'uranium extrait, et le reste, on le conditionne, et ensuite, c'est destiné à... Alors, soit il n'y a pas de radioactivité, etc., ce qui est quand même plutôt la plupart des cas, ce qui est plutôt en général ce qui se passe, hein, c'est-à-dire c'était dans la nature, on a juste enlevé, on a rajouté un produit chimique, c'est pas devenu plus radioactif que ça l'était avant, il n'y a aucune raison. Voilà, donc en général, c'est ensuite traité dans des stockages de type chimique, pour des produits chimiques, quand c'est ces déchets-là, soit quand il y a vraiment de l'uranium ou des traces de matière radioactive. Dans ce cas-là, ça part dans du stockage plutôt de faible activité, donc pas du tout du stockage comme CIGEO, donc qui existe aussi chez vous. Merci beaucoup, Monsieur Romary. Madame Vasselin, du coup, peut-être excusez-moi, Madame Pellegrini, mais dites-moi plutôt Madame Pellegrini, un mot sur les déchets émergés en mer. Si vous nous dire un peu pourquoi ça a été abandonné, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et peut-être revenir un instant sur une notion qu'a abordé Monsieur Romary, mais rapidement, sur la transmutation-séparation. Parce que là, finalement, on parle un peu des alternatives ou des manières qui ont été imaginées à un moment pour faire quelque chose de ces déchets. Alors, sur la question des déchets rejetés en mer, ben oui, il y a eu des déchets rejetés en mer. Ça a été abandonné pour des raisons essentiellement éthiques, enfin pour ne pas polluer la mer. Il y a eu un accord, dit l'accord de Londres, si mon souvenir est bon. Je crois que c'était en 1973, qui a mis fin à ces déversements de déchets radioactifs dans la mer. Voilà. Ils y sont encore. Ils y sont toujours. Le principe à l'époque, c'était plus de diluer, en fait, profiter de la mer pour diluer la matière et donc rendre moins radioactif en diluant. Et ça, différents pays sont associés pour dire stop à ça. Et donc, à l'inverse, partir plus sur un principe de confinement, le stockage, là, on en parle, confinement des déchets, le temps qu'ils décroissent pour gérer cette dangerosité. Voilà. Merci beaucoup. Oui, juste, je fais un petit point d'étape sur l'heure. On arrive vraiment à la fin de cette séquence. Et j'ai promis aux trois intervenants de leur laisser une dernière minute à la fin pour peut-être ajouter des éléments que vous n'auriez pas questionnés spontanément. Donc, peut-être que tout a été déjà tout à fait traité. Mais du coup, je vous laisse juste finir sur la question de transmutation, séparation, puis je vous passe la parole. La limite, si je peux me permettre, je pense que oui, la séparation, transmutation, ça peut aller pas mal dans l'historique des décisions. D'accord. Par contre, il y a la question des 500 mètres. Pourquoi? Oui, si vous voulez, je peux y répondre. Ou tu veux Oui, bien sûr. Vous y reviendrez dans D'accord. votre... Oui. D'accord. Les 500 mètres, pourquoi? Donc, CIGEO, si ça fait un jour, ce serait effectivement, la prévision, c'est qu'il soit fait à 500 mètres de profondeur. Le pourquoi, c'est parce que on est en train de parler de déchets moyenne activité, haute activité. Ce sont des déchets extrêmement dangereux, extrêmement nocifs. Ça veut dire que, par exemple, l'homme ne peut pas s'en approcher à plus de quelques secondes, plus de quelques minutes sans décéder. Voilà. Donc, il est vraiment nécessaire de protéger l'homme et l'environnement de la nocivité de ces déchets. Et donc, il y a deux grands principes dans un stockage, et là, en l'occurrence, stockage géologique, c'est d'isoler ces déchets de l'homme, et c'est là la profondeur. C'est pour ça, 500 mètres, pour le mettre à l'écart de toutes les activités courantes humaines, les constructions de maisons, les bâtiments, ici, ça. Donc, c'est la profondeur, pour tenir compte aussi de l'évolution géodynamique de notre Terre. Donc, les mettre suffisamment en profondeur pour les isoler donc, des activités de l'homme. Un autre grand principe, au-delà de l'isolement, c'est ce que j'ai tout à l'heure dit, maintenant, c'est le confinement. Donc on va chercher à ce que les déchets soient confinés pendant un temps suffisant
à nouveau, pour que l'activité qu'ils contiennent est suffisamment décrue avant que la radioactivité revienne en surface. Voilà. Et ça reboucle avec la temporalité qu'on a évoquée, la très grande durée de nocivité de ces déchets. Ce n'est pas en rapport avec le temps humain, puisque les civilisations, c'est quelques milliers d'années au plus. Donc pour faire ça et de manière passive, c'est-à-dire sans intervention de l'homme, ces deux principes reposent sur la stabilité de la géologie. Parce que la stabilité géologique, les géologues le savent, c'est plusieurs millions d'années, voire beaucoup plus pour certaines roches. Donc là, on atteint les durées d'intérêt dont on parle pour la gestion de cette nocivité pendant les centaines de milliers d'années, en ayant recours à la stabilité de la géologie. C'est ça les principes du stockage géologique, puisque sur le long terme, c'est bien cette couche géologique, en l'occurrence argileuse pour CIGEO, qui va être la barrière ultime à la migration des radionucléides, parce qu'elle est très imperméable. L'eau circule très peu. Voilà. L'eau circule très peu, et en plus, elle a des capacités d'absorption des radionucléides, qui freinent donc leur déplacement, et pendant tout ce temps qu'ils vont mettre pour se déplacer, il y en a beaucoup qui vont décroître, qui vont disparaître. Voilà. Merci beaucoup de cette précision. On a 2 questions, puis après je vous laisserai le mot de la fin à chacun. Il y a une question ici. Oui, du coup, c'était sur la mer, là, parce que ça m'a frappé. Vous avez dit que c'était dilué. Et je voudrais savoir si aujourd'hui, il y a des gens qui vérifient ce que ça a fait dans la mer. Enfin, je veux dire, quelles conséquences ça a eu sur la biodiversité, sur tout ça, puisque ça a été quand même apparemment dilué, comme vous dites. C'est assez choquant pour ma part. Et voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent à ces déchets, qui sont encore... Comment c'est surveillé aujourd'hui, effectivement? Comment c'est surveillé? Est-ce qu'ils se sont tous dilués? Est-ce qu'ils ont disparu? Ou est-ce qu'il y a encore des choses dans la mer? Merci. Je prends la deuxième question, puis je vous laisse répondre. Merci beaucoup, Gaëlle, de cette question. C'était aussi par rapport quels sont les types de déchets dans ces fûts qui ont été déversés en mer et à qui ils appartiennent surtout. Alors, merci. J'ai pas entendu le à début qui de la sont question. Quel type de déchets, d'abord, par rapport dans la classification des déchets nucléaires, lesquels ont été immergés, et à qui ils appartiennent? Peut-être qui est responsable d'une certaine manière. Je suis pas. À qui ils appartiennent? D'accord. Je suis pas très à l'aise sur la question. Je connais finalement pas très bien cet historique-là. Pour moi, ils ont été immergés. Donc, il y a eu des campagnes d'immersion par plusieurs pays, la France et d'autres pays. Je crois que Madame Vasselin a des éléments de réponse là-dessus. Pardon? C'est ce que vous vouliez dire? Et c'est pas fait à 10 mètres des côtes. Ça a été fait dans des endroits assez lointains. À ma connaissance, il y a encore des fûts qui existent. Quand je disais la dilution, c'était en fait les gens pensaient quand ils ont fait ça au principe de dilution, en disant on va mettre, puis comme ça va se diluer, puis donc l'activité diminue et c'est moins risqué. Voilà, c'était le principe qu'ils ont retenu à l'époque. Donc ça a été arrêté. En termes de surveillance, je ne suis pas sûre qu'il y ait des campagnes régulières tous les ans. Madame Vasselin voulait peut-être amener des éléments. Et puis du coup, je vous propose d'enchaîner sur votre dernier tour de parole. Merci. Juste, en effet, je pense que vous avez ce document à disposition où donc ce sont les essentiels de l'inventaire national, où il y a des éléments sur les périodes pendant lesquelles ont été immergés ces déchets. Ce sont notamment des fûts d'enrobés bitumineux qui ont été mis, donc du bitume, qui était considéré, voilà, et c'était vraiment à l'époque, c'était la filière, donc cette immersion qui était retenue pour ces fûts de déchets. Alors, j'essaierai de vous retrouver, je ferai passer par votre personne ressource. Je suis sûre d'avoir vu des photos, des images. Il y a eu des campagnes pour aller les revoir. Par contre, il n'a pas été décidé de les reprendre. Voilà, clairement. Alors, à qui elles appartiennent? Là, c'est une colle. Je vous avoue, parce que voilà, il y a plusieurs pays. La Suisse l'a fait. Enfin, vous verrez dans l'inventaire national, il y a quelques éléments. Et du coup, voilà, il y a plusieurs pays qui l'ont fait. Mais c'est une question qu'on peut aussi nous creuser parce que c'est intéressant, en effet. Alors, il faut toujours faire
lorsqu'on fait une action, faut tout regarder, en fait. Voilà. Autant le bitume était fait pour retenir quand même cette radioactivité à l'intérieur, hein, donc dans l'eau, autant c'était placé dans des fûts qui étaient métalliques. Donc vous pouvez imaginer depuis le temps dans quel état peuvent être ces fûts. Donc des opérations de reprise. Là, je vous parle voilà, en tant que chimiste. Bon, ça, en tout cas, c'est pas... Je n'ai pas connaissance d'opération, de reprise. Hein, c'est considéré comme ça. Et du coup, je fais mon mot de la fin. Alors, je vais me permettre, justement, du coup, je vais faire le mot de la fin, pour ma part, sur transmutation, séparation. Et en fait, je vais me permettre d'utiliser une petite anecdote personnelle. J'ai fait des études de radiochimie pour ma part, parce que la radioactivité m'a toujours intriguée, on va dire. Et lorsque j'ai fait mon DEA, j'ai dit un acronyme, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. C'était il y a trop longtemps. Voilà. Et donc, du coup, quand je l'ai fait, ce DEA, j'avais un cours de transmutation, séparation. C'était génial, c'était royal. J'ai eu 15 sur 20 et sur le papier, j'ai trouvé ça mais formidable. Je me suis dit, c'est génial, quand on va mettre ça en route, il n'y aura plus de déchets. Et puis, j'ai fait ma carrière dans les déchets. Depuis 2002, je travaille dans les déchets. Puis là, j'ai vu ce qu'étaient les déchets. Puis j'ai compris que la transmutation, en fait, transformait les déchets. Mais en fait, elle ne les supprime pas, puisque la radioactivité est là. Donc, on va les modifier. On va modifier la thermique. On va modifier peut-être le volume. Et encore, pas tant le volume, mais plutôt l'espacement qu'il y aurait, par exemple, dans des alvéoles pour le stockage. Enfin, voilà, il y a des études qui sont faites. Mais par contre, on ne supprime pas le fait que l'on reste avec des déchets à chat et que ceux-là, il faut les isoler pendant un certain temps dans CIGEO. Et ça voilà. CIGEO est nécessaire. Enfin, je veux dire ça après. Je veux dire ça, c'est ma conviction personnelle. Donc j'ai pas. Mais en tout cas, l'installation CIGEO n'est pas est encore nécessaire, même si il y a la transmutation, parce que on ne supprime pas cette catégorie de déchets. On transforme simplement. Donc voilà, Merci ce que beaucoup. Je pouvais dire. Merci beaucoup, Virginie Vasselin. Alors Jean-Michel, Romary, quelques peut-être éléments que vous voudriez porter à connaissance. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites techniquement, donc je ne vais pas en rajouter. Peut-être juste un point. J'avais apporté un petit fascicule qui explique, qui s'appelle le scope déchets, et qui traite de l'ensemble des déchets. Donc, notamment, vous avez retrouvé quelques éléments sur la partie minière. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont donnés, des chiffres, des quantités, etc., que vous retrouvez par ailleurs dans d'autres documents, mais c'est présenté avec sous forme de questions et de réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ça. Ce que je voulais ajouter, moi, c'était plutôt une remarque un peu plus générale sur le fait que, d'abord, je suis ravi que vous soyez là, que vous soyez intéressé au sujet. Vous allez vous faire votre propre opinion. Hein. De la même manière que Mme Vasselin, moi je suis convaincu que CIGEO, c'est la bonne solution. Et je vous ai donné tout à l'heure un élément en disant aujourd'hui, c'est la solution qui englobe le consensus international pour dire que c'est la meilleure solution sans intervention humaine pour gérer des déchets sur des très 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 longues périodes. Peut-être que demain, il y en aura d'autres, mais ça veut dire reporter cette décision et cette responsabilité sur les générations futures. Voilà. Donc ça, c'est ma conviction. Et quand on fait quelque chose, on en est responsable. Et quand on en est responsable, on le gère et on trouve la meilleure solution qui soit pour le gérer. Peut-être que nos successeurs trouveront une meilleure solution et à ce moment-là, ils mettront en œuvre leur solution. Voilà, donc à ce titre-là, je suis convaincu. En tout cas, je vous remercie d'être présent, de vous intéresser au sujet. J'ai un regret, c'est que les ONG, qui en général, les associations ou organisations non gouvernementales qui sont opposantes au nucléaire ne viennent pas aussi donner leur avis. C'est important que vous entendiez tous les avis, mais que vous forgiez à la fin votre propre opinion. Voilà, et donc vous allez passer quelques week-ends à faire ça, et donc voilà, je voulais vous en remercier. Merci beaucoup. Du coup, Delphine Pellegrini, vous avez complètement acquis les gestes du moment. Bravo, bravo à vous.
Belle intégration. Merci. Je vais rebondir sur ce que viennent de dire Madame Vasselin et Monsieur Romary. Je crois que... alors moi, je ne vais pas me prononcer sur pour ou contre CJO. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, mon rôle, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est de faire que ce qu'il se fera doit être fait avec le niveau de sûreté qui permet de protéger l'homme et l'environnement. Voilà. Ça, c'est vraiment notre rôle. Nous, IRSN, en tant que contre-expertise des projets ou des installations existantes, c'est de s'assurer que ce soit fait en pleine sûreté. Alors, comme M. Romary, je regrette effectivement que les associations ne participent pas. Moi, je vais jusqu'à vous inviter à peut-être les consulter quand même pour si vous voulez vous fonder votre propre avis, c'est d'avoir les éclairages et d'aller sur un débat contradictoire, ou en tout cas des positions contradictoires pour vous-même, voir ce que vous en pensez. Si je peux justement finir là-dessus, je viens de dire sûreté. Sûreté, c'est quoi ? C'est une démarche, c'est une approche pour faire que les conditions d'exploitation on met en œuvre de la matière radioactive ou lorsqu'il n'y a plus l'homme pour CIGEO après la fermeture, soit préviennent les accidents, c'est-à-dire fassent en sorte que les accidents ne se passent pas. Quand on a quand même des défaillances, etc., qu'on arrive à remettre l'installation dans un état sûr. Puis quand on n'y arrive pas et que l'accident est là et qu'il y a un risque ou qu'il y a de la matière radioactive qui est libérée, et bien faire en sorte que les conséquences soient atténuées. C'est ça la démarche de sûreté. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les accidents, il faut les anticiper. Il faut faire des scénarios, il faut se dire qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être défaillant, qu'est-ce qui se passe quand c'est défaillant dans mon installation. Qu'est-ce que je peux mettre pour... là, il y a de la redondance, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que les conséquences ne soient pas trop importantes ? C'est de mettre des dispositions complémentaires, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient organisationnelles, pour éviter, empêcher, s'assurer qu'il n'y ait pas d'accidents majeurs dans les installations qui mettent à des relâchements massifs. Voilà. Donc, l'idée là que j'ai essayé de développer, c'est penser à l'accident, penser à savoir prévenir, c'est-à-dire savoir surveiller l'installation. Est-ce qu'elle se comporte comme on l'attendait ? Et pas que mesurer est-ce qu'il y a de la radioactivité ou pas, parce que là, c'est déjà un peu tard, mais il faut le faire quand même, parce qu'on peut intervenir. Mais voir si l'installation, les ouvrages, etc., se comportent correctement, ça, c'est un des piliers de la sûreté. Savoir surveiller et savoir prévoir, faire des scénarios d'accident pour mettre en place des parades. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice, de répondre aux questions qui sont posées voilà, avec la spontanéité de toutes les questions qui chacune mériterait d'être développée pendant 3 heures. Donc merci de la concision de vos propos. Et écoutez, vous aurez en temps utile les fruits de cette conférence de citoyens à lire. Un grand merci à vous. On vous souhaite une excellente fin de journée. Et pour les participants, on se retrouve à 16h, une petite pause avant d'accueillir nos intervenants pour la deuxième séquence qui vont poursuivre cette exploration de la question des déchets nucléaires, maintenant sous l'angle du processus historique. Merci beaucoup à tous les trois.